Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Je m'appelle Mathieu Daou et bienvenue à cette nouvelle émission de CCV 360. Je vous présente à l'instant mes deux invités. Premièrement, il y a le président de la CCV, Éric-Antoine. Bonjour. Bonjour. Et également Sylvain Tremblay, commissaire maçon Angers-Ouest. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Au cours des prochaines minutes, on va discuter ensemble de différents points. C'est en première partie de l'émission. Et en deuxième partie, à ne pas manquer, on reçoit deux demoiselles. Premièrement, Eliane et Justine, qui ont participé à la finale du concours d'art oratoire de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Ils viennent nous parler de leur sujet, donc restez avec nous. Premier sujet que je veux mettre en lumière, le 17 janvier dernier, il y a M. Daniel Bellemare, qui est le nouveau directeur général de la commission scolaire, qui est entré officiellement en poste. Monsieur Antoine, peut-être nous rappeler brièvement le parcours de cet homme-là. Bien, M. Bellemare, c'est quelqu'un qui figurait déjà parmi nos employés à la commission scolaire. Il était enseignant pendant longtemps à Louis-Joseph Papineau et puis il a monté ensuite comme directeur d'établissement à Maria Goretti. Et ensuite, il est devenu directeur de service pour les technologies de l'information et pour l'organisation scolaire. Et puis, quand est venu le temps que M. Goudreau quittait et puis à la retraite, il y a eu un intérêt où on a ouvert le poste de direction générale et puis M. Bellemare a appliqué et il a obtenu le poste. Je suis curieux de savoir concrètement, qu'est-ce que ça fait un directeur général dans une commission scolaire? En fait, il est responsable de tout le personnel administratif, donc les orientations, de quelle façon on va procéder et puis de mettre en place des directions ou des orientations qui vont faire qu'on va progresser au niveau de nos résultats, au niveau de l'enseignement en général, comment on va procéder pour octroyer certains services. Donc, c'est lui le grand général. L'ancien DG était Rénald Goudreau. Il était en poste depuis... En fait, il était en poste depuis 2010. Je suis curieux, est-ce qu'il est content de partir officiellement à la retraite? Bien, c'est difficile pour moi de répondre pour lui. Je sens que... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bien, il est content, oui, de partir à la retraite parce qu'il était 8 ans quand même avec nous et puis il a tout donné ce qu'il avait donné, cet homme-là. Et puis... Je lui souhaite une bonne retraite, en fait, mais en même temps, il faisait un bon travail. C'était un excellent leader. Et puis, écoutez, le temps était venu pour lui. Et puis, c'est la décision sage qu'il a prise, mais en même temps, il a mis en place tellement de choses qui ont fait en sorte qu'au cours des 4 dernières années, surtout, on a progressé, nos résultats sont au rendez-vous. Et la transition entre M. Goudreau et M. Bellemare, comment elle s'est déroulée? Très bien, ils se connaissaient très bien, ils travaillaient de façon très étroite ensemble. Et puis, quand est venu le temps, bon, Daniel est une personne... M. Bellemare est une personne de la région, connaissait déjà le territoire, connaissait déjà le fonctionnement de la commission scolaire. Donc, c'était d'autant plus facile, la transition, que si on avait choisi une personne de l'extérieur. Donc, il connaissait les défis et les enjeux de la région. Évidemment, on souhaite la bienvenue officiellement à M. Bellemare. On change de sujet. La CCV demande au gouvernement de reconnaître les emplois disponibles en Ontario pour les étudiants de son centre de formation professionnelle. Présentement, au moment où on se parle, M. Antoine, c'est pas reconnu. Pourquoi vous voulez l'être, absolument? Bien, étant donné la population on dit qu'il y a 70 000 personnes qui traversent le pont pour aller travailler en Ontario à tous les jours. De ce 70 000-là, il y en a 60 000 qui proviennent de la région de l'Outaouais. Donc, il y a des emplois qui sont disponibles pour les gens qui ont des métiers, qui suivent des formations professionnelles. Et puis, présentement, le ministère, quand il octroie un programme de formation professionnelle à une des commissions scolaires francophones de l'Outaouais et même la Western Québec, il ne prend pas en considération le marché de l'emploi en Ontario. Donc, c'est un manque pour... il y a des programmes qu'on pourrait offrir qui répondraient très bien au marché de l'emploi ontarien et on n'est pas reconnu dans ce sens-là. Et puis, on le fait savoir au ministère. Il y avait des journées de réflexion récemment où on a pris la parole et on a dit que c'est quelque chose qu'il faut progresser parce qu'il y a des gens qui pourraient en profiter. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de finissants du centre de formation professionnelle qui se dirigent vers l'Ontario et
qui ont des emplois et qui percent dans leur domaine. Ben oui, définitivement, parce que c'est un marché qui est fébrile, qui accueille, il y a beaucoup de départements du gouvernement fédéral qui pourraient accueillir, je vais vous donner à titre d'exemple, réparation de machinerie fixe, qui a été refusée à 3 commissions scolaires francophones au cours des dernières années. Et puis, on sait que les édifices gouvernementaux ont des ascenseurs ou de l'équipement lourd qui pourrait être réparé, mais le programme a été octroyé dans une autre région, en Estrie. Qu'est-ce qui va arriver concrètement si c'est reconnu? Bien, ça va nous permettre d'offrir, de faire de la demande. Et ça fait partie d'une autre exigence ou quelque chose d'autre qu'on a demandé, c'est que les programmes ne prennent pas autant. Ça prend 2 ans des fois avant de recevoir un programme. Donc, si on peut raccourcir le délai, être plus proactif, et puis d'offrir ces programmes-là qui pourraient répondre au marché de l'emploi, on va pouvoir desservir un plus grand nombre de gens, d'apprenants. Puis en terminant sur ce sujet-là, vous avez rencontré d'autres commissions scolaires et les ministères. C'est quoi le bilan que vous faites de cette rencontre-là? Bien, on est tous, tu sais, il y avait plusieurs tables. On était 300-350 personnes à Québec récemment, et puis on avait tous les mêmes enjeux, tous les mêmes besoins, les mêmes défis. Donc, c'était plaisant de voir que le ministre a convoqué cette réunion-là, et puis qu'il était à l'écoute, et puis on s'attend à des changements positifs au cours des prochains mois. Donc, tous les commissions scolaires, il y avait des partenaires de l'emploi, tous les partenaires étaient réunis pour dire c'est ce qu'on a de besoin, une réponse plus rapide et la considération du marché de l'emploi de l'Ontario. L'Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec, ça va avoir lieu le 5 mai prochain. Monsieur Tremblay, quel est l'objectif de cette activité-là? En fait, l'Ordre du mérite, c'est des récompenses qui sont données par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Donc, nous, on fait partie de la Fédération. Et puis, c'est des récompenses qui sont données à des commissaires ou à des directeurs généraux qui se sont impliqués au cours des années, donc qui ont démontré une grande implication au niveau scolaire. Donc, tous les années, il y a des nominations qui se font. Et puis, il y a un gala qui est fait, qui a lieu au niveau régional, donc des 4 commissions scolaires francophones de l'Outaouais. Je crois que la CCV a choisi 2 personnes. Oui. Qui sont ces personnes-là et pourquoi vous les avez choisies? Oui, cette année, on a 2 candidatures. Donc, M. Antoine a parlé de M. Goudreau. Donc, on voulait le reconnaître à cette fin de carrière. M. Goudreau va recevoir une médaille d'argent pour toute son implication comme directeur général de la commission scolaire et tout le travail qu'il a fait. Mon collègue, M. Antoine, l'a bien expliqué tout à l'heure. C'était toute une implication. Il nous laisse la commission scolaire en très bonnes mains, donc on voulait le reconnaître. Et l'autre personne, c'est une commissaire parent, Mme Anne-Marie Arcan, qui va recevoir une médaille de bronze. Mme Arcan, pour ceux qui la connaissent, est très impliquée au niveau de la commission scolaire, dans toutes sortes de comités, dans toutes sortes d'événements. C'est vraiment une personne exemplaire au niveau de l'implication, au niveau de l'éducation. Donc, c'est important pour nous de la reconnaître cette année. Félicitations à ces 2 personnes. Absolument, nous sommes très fiers de leur nomination. Certainement. Lors du dernier conseil, vous avez adopté le calendrier scolaire 2018-2019. Monsieur Tremblay, qu'est-ce qu'on retrouve, grosso modo, dans un calendrier scolaire? Bien, en fait, c'est ceux qui ont des élèves, les parents qui ont des élèves le savent. Le calendrier, c'est là-dessus qu'on retrouve tous les congés, tous les jours d'école. Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut comprendre qu'il y a une concertation régionale qui est faite au niveau de la semaine de relâche, au niveau de certaines pédagogiques régionales. Donc, c'est important de se coordonner au niveau régional pour s'assurer que les 4 commissions scolaires, on a certains congés qui sont en même temps. Mais pour ce qui est du reste, ça appartient à chaque commission scolaire. Et puis, il y a toute une consultation qui est faite à l'intérieur de la CSCV, avec les directeurs d'école, avec les syndicats et avec le comité de parents. Tous ces gens-là, tous ces partenaires-là ont la chance de pouvoir commenter, de faire des suggestions sur le calendrier. Et à la fin, ça nous revient, nous, les commissaires, d'adopter le calendrier. Donc, il faut toujours adopter le calendrier pour l'année qui s'en vient. Donc, on vient d'adopter le calendrier pour 18-19. C'est quand même 1 an. Ça doit être un long processus. Ça doit être difficile comme... Oui, ça commence à l'automne, puis ça arrive jusqu'à l'hiver. Mais c'est important, il faut l'adopter à l'avance pour que les gens puissent être au courant à l'avance. Et en ce moment, le calendrier est disponible sur le site web de la CSCV. Monsieur Antoine, vous avez été mandaté pour parler avec les autres commissions scolaires. Pourquoi c'est important, selon vous, à ce moment-ci, en 2018, de se dire, OK, ça va être important de s'asseoir avec les autres commissions scolaires et jaser?
Bien, effectivement, le but était de se réunir, les 4 présidents des commissions scolaires francophones, pour discuter et avoir une chance d'avoir un plancher commun pour tous les élus scolaires pour discuter des enjeux qu'on pourrait avoir en commun. Disons, la taxe scolaire, disons aussi les élections auront-ils lieu ou sont prévues pour le 4 novembre 2018, mais le ministère nous fait languir un petit peu à savoir si la date tient ou si on va repousser à plus tard. On va vouloir s'asseoir pour discuter tout ça. Pour en discuter, puis prévoir peut-être des stratégies de revendication, disons, pour plus de publicité, pour avoir un plus grand taux de participation aux élections et d'autres enjeux locaux qu'on pourrait... Tu sais, le calendrier, M. Tremblay disait, il y a toutes sortes de discussions, de concertations qui tournent autour de ça. Donc, pour mettre ensemble là, une stratégie, être plus efficace. Voilà. Puis, selon votre expérience, M. Antoine, au cours des dernières années, entre commissions scolaires, est-ce qu'on s'est assez parlé? Moi, je vous dirais qu'il y a toujours place à la communication, il n'y a pas de limite à ça. Nous, on se parle souvent, mais on est tiré à gauche et à droite, les présidents, par nos horaires, mais il faut se trouver une plage commune pour pouvoir discuter. C'est sûr qu'il y a une discussion qui est faite au niveau des présidents, mais ce qu'on aimerait aussi, que la discussion soit plus large au niveau des commissaires aussi également. Dernier sujet, rapidement, il y a M. Paul Gagnon, qui est conseiller à Papineauville, qui est venu prendre la parole au conseil. Il est venu parler de gestion de matières résiduelles. Il dénonce un peu le fait qu'il n'y a pas de politique commune de compostage à la CSCV. Quelle sera la suite de cette demande-là? Bien, en fait, moi, je l'ai dit à M. Gagnon quand il s'est présenté que c'était un cadeau qu'il nous faisait. Parce que, honnêtement, avec vous, là, il n'y a pas souvent de gens qui se présentent à la parole au public. Et puis, on est là pour représenter les citoyens. Donc, merci encore, M. Gagnon, de nous avoir fait cette présentation-là. Il y aura un suivi, on vous l'a promis. Je trouve que c'est génial ce que vous avez fait comme présentation. Et puis, honnêtement, je veux qu'on regarde, on analyse la possibilité d'avoir une politique sur le compostage. Puis, je serais curieux de savoir, sur le territoire ou à la CSCV, quelle est la place qu'occupe la pensée écologique, parce qu'on parle quand même de compostage. C'est important, on en fait aujourd'hui un peu partout. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. C'est une bonne question que vous me posez. Il y a des écoles qui le font présentement, mais c'est pas généralisé. Donc, à voir ce qu'on va pouvoir établir et bâtir là-dessus. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour l'émission. Comme je vous le disais tout à l'heure, on reçoit au retour de la pause 2 demoiselles, Eliane et Justine. Ce sont 2 finalistes du concours d'art oratoire de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. On courtille? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. On est de retour à CSCV 360 et on est maintenant en compagnie de Justine Veilleux et d'Éliane Laprade. Bonjour les filles. Salut. Vous avez participé, en fait, vous étiez finaliste au dernier concours d'art oratoire de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Je veux savoir, premièrement, il y avait 300 personnes environ. Ça s'est passé dans la salle Desjardins. Comment ça s'est passé? Comment vous avez aimé l'expérience? Ça s'est super bien passé. Il y avait vraiment une belle ambiance. Le monde nous encourageait. Nos amis étaient là avec des pancartes pour nous encourager. Donc, ça a vraiment contribué à diminuer notre stress. Bien, moi, j'ai trouvé ça... c'était stressant, mais il y avait quand même un côté plus à l'aise parce que, tu sais, c'était le PEI surtout. C'est le monde qu'on se tient ensemble. On est comme une grosse famille, tu sais. C'était le fun. Nos enseignants étaient là pour nous supporter, puis ça s'est bien passé. Premièrement, Justine, tu as remporté le premier prix. Félicitations.
ton sujet, la stigmatisation de la maladie mentale, bon, qu'est-ce que tu as mis en lumière devant les 300 personnes qui étaient dans la salle? Bien, dans le fond, moi, j'ai choisi de parler de la stigmatisation de la maladie mentale parce que c'est un sujet qu'on aborde peu dans la vie de tous les jours. Par contre, on va entendre beaucoup de préjugés comme quoi les malades mentaux sont faibles, paresseux, qui font juste semblant, sans savoir que ça, c'est de la stigmatisation de la maladie mentale. Parce qu'en fait, la stigmatisation, c'est être prendre une marque de honte, de disgrâce. Dans le fond, c'est d'être pénalisé, pas pour ce qu'on est, mais pour ce à quoi on est associé. Et c'est ça que je déplorais. Parce que pourtant, c'est 100% des personnes qui sont à risque de développer une dépression et c'est une personne sur 4 qui va y faire face. Donc, je trouvais ça vraiment dommage que ce sujet-là soit peu abordé, puis que certaines personnes qui sont atteintes de maladies choisissent de rester dans l'ombre parce qu'ils ont peur de se faire juger. Okay. Donc, dans le fond, la majorité des personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale trouvent que la stigmatisation de la maladie, c'est pire que la maladie elle-même. Et là, c'est selon moi, c'est là où il y a un problème, parce que ça ne devrait pas être ça. Puis j'ai appris au cours de mes recherches que la stigmatisation, ça peut provenir de partout, de la part des amis, des proches, du personnel soignant et même des services d'urgence. Ça m'a vraiment surpris parce que selon moi, ça devrait vraiment pas être le cas. Donc c'est ça que j'ai essayé d'aborder au cours de mon art oratoire. De plus, c'est beaucoup d'employés qui choisissent de ne pas dévoiler qu'ils ont une maladie mentale parce qu'ils ont peur d'être vus comme improductifs, indignes de confiance, peu fiables. Donc c'est vraiment dommage. Puis en plus de ça, c'est 50% des absences en milieu de travail qui sont liées à des problèmes de santé mentale. C'est 7 millions de Canadiens qui vont avoir besoin d'aide cette année et c'est le 2/3 qui ne vont pas aller en chercher parce qu'ils ont peur de se faire juger. C'est comme, dans le fond, j'ai donné l'exemple, moi, c'est comme si vous vous cassiez la jambe et que là, vos amis, votre famille déclaraient que vos difficultés à marcher, en fait, c'était une tentative pour attirer l'attention. C'est exactement ça, dans le fond, que les personnes avec une maladie doivent composer parce que c'est ça le préjugé auquel ils font face. Mais par contre, il y en a qui choisissent de rendre publique leur maladie. Et là, c'est là que j'applaudissais ces initiatives-là, puisque c'est en les additionnant à celles de groupes tels que l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, qui sensibilise les gens à la cause des maladies mentales, qu'on va réussir à faire des troubles mentaux une condition comprise et acceptée de la part de tous. Mais malheureusement, quand une personne choisit de rendre publique sa maladie mentale, il y a des effets néfastes qui viennent avec ça la majorité du temps. Par exemple, elle est souvent étiquetée par la société et à la merci de certaines pratiques d'embauche qui l'excluent. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et c'est aussi le fait que, justement, au cours de mes recherches, j'ai appris que le fait d'expliquer médicalement, neurologiquement les maladies mentales, ça contribue à accentuer la différence un peu qui existe entre nous et ces personnes. C'est pas une approche qui est nécessairement adéquate. Puis souvent, à la télévision, on va voir des personnes qui sont tristes, malheureuses, qui témoignent sur leurs problèmes de santé mentale. Mais c'est pas un portrait qui est représentatif de la situation parce que c'est des personnes qui sont comme vous et moi, qui ont des objectifs, des buts, des rêves et qui ont la capacité de les atteindre surtout. Parce que souvent, on va penser qu'une personne atteinte d'une maladie mentale, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, que ça vient avec un retard mental. Mais une maladie mentale, c'est quelque chose qui affecte en aucun cas l'intelligence d'une personne. Puis j'ai terminé en disant que je crois vraiment qu'on devrait mettre un terme à la stigmatisation dans les plus brefs délais parce que ça nuit à la vie de plusieurs personnes. Puis j'ai cité Albert Einstein qui disait que on vit dans une société où il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Mais je voulais pas terminer là-dessus parce que je voulais envoyer un message d'espoir. Parce que c'est pas utopique de croire qu'un jour, on va arrêter de penser que les personnes atteintes de maladies mentales, c'est des incapables. Alors là, j'ai donné l'exemple de Beethoven qui était bipolaire, de Charles Darwin qui a souffert d'anxiété, d'Abraham Lincoln qui a fait face à la dépression, pour montrer qu'on peut être autre chose qu'une maladie, qu'avant tout, on peut être quelqu'un. Donc c'est comme ça que j'ai, dans le fond, un peu englobé mon sujet. Super sujet. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Je suis curieux de savoir quelle a été la réaction des gens dans la salle ou après, là? J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir après, pendant, pour me dire qu'il y avait eu des frissons. J'en ai qui avaient pleuré. J'en doute pas, ouais. Donc, que ça l'avait vraiment touchée. Donc, j'étais vraiment contente. Ça m'a touchée de savoir qu'eux avaient été touchés. Eliane, toi, tu as terminé en 3e position, si on peut dire. Et le sujet que tu as décidé de choisir, bon, c'est le partage des photos intimes sur les réseaux sociaux. Oui. De quoi il est question exactement? Dans le fond, mon sujet était question d'un peu de dénoncer la gravité de la situation pour, entre autres, démontrer que le secondaire, dans le fond,
on va pas se le cacher, c'est dur sur le moral, faut un peu dealer avec beaucoup de choses. On a, tu sais, juste au quotidien, on a plein de problèmes. On a, tu sais, les conflits, les examens, le stress, les batailles, peu importe qu'est-ce que c'est. On va tout le temps avoir quelque chose, un problème qui va nous appuyer, qui va nous mettre de la pression. Mais en créant ce problème-là, on s'en est juste mis plus. Vous comprenez? Puis dans le fond, c'est juste que nous, comme moi, j'ai fait un sondage. C'est ça qui a été le plus choquant de mon exposé. J'ai effectué un sondage juste auprès des secondaires 5 d'Orme-dans-ce-Gamelin. Et les résultats étaient très choquants. J'ai eu 40 des élèves qui ont déjà envoyé des sextos. J'ai 19 qui ont déjà été témoins ou qui ont vécu de l'harcèlement sexuel. J'ai un gros 27 qui ont déjà partagé des photos, c'est-à-dire, mettons qu'il reçoit une photo, il va l'envoyer à ses chums de gars, ici, ça. Et le plus choquant de ça, c'est 67 67 des élèves d'Orme-dans-ce-Gamelin en secondaire 5, on est à environ 240. Sur 240 personnes, 67 ont déjà reçu des contenus explicites. Ça, c'est juste en secondaire 5 qu'on peut s'imaginer les secondaires la 4, 3, 2, 1. de l'école au oui. complet, là, ouais. C'est quand même grave. Puis d'après un rapport effectué par Infopresse, que je m'étais renseignée, 80 des élèves, des adolescents, utilisent Snapchat. Mais à ce qu'on peut comprendre, les 80 ils n'en font pas tous le bon usage. Également, il y a beaucoup d'effets choquants que quand j'ai fait mes recherches, que j'ai trouvées par rapport à ça. L'un des plus choquants, c'était une jeune fille montréalaise, 13 ans. L'information vient du journal La Presse et l'édition date de mai 2017, donc il n'y a même pas un an. Une jeune montréalaise de 13 ans. À 13 ans, on s'entend, t'es encore un enfant. Donc, une enfant de 13 ans a mis fin à ses jours. Et je me suis renseignée sur le sujet. Et la cause était qu'elle avait envoyé des photos intimes à son petit copain qui, lui, le menaçait de toutes les publier s'il refusait d'avoir des contacts sexuels avec lui. Okay. Puis la situation a mal viré, elle a fini par s'enlever la vie. C'est vraiment un sujet que je comprends pas pourquoi qu'on fait face à ça. On est tellement jeunes, comme vivre dans le monde de ces images-là, je trouve pas ça normal que des jeunes de 12, 13, 14, 15, 16 ans, ça fait aucun sens. Puis là, je dis un peu dans l'adolescence, mais les adultes aussi, ils vivent ça, là. Il y en a beaucoup qui vont recevoir des photos. Des photos, des sextos, des affaires qui reçoivent, mais qui savent pas pourquoi. Puis c'est pas normal de recevoir ça. Puis également, pour englober mon sujet envers les étudiants, parce que j'étais face à la plupart des gens, des étudiants, je leur ai juste dit que le mieux, c'est de penser avant d'envoyer, puis que juste avec eux, ils ont le pouvoir de mettre fin à ce cirque, puis ils ont même le pouvoir de sauver des réputations, puis même des vies. C'est ça que je trouve le plus important. C'est vraiment intéressant. Tu parlais, tu as fait un sondage, là. Oui. Est-ce que les élèves de 5e secondaire étaient réticents à répondre à ton sondage ou étaient à l'aise? Je dirais un peu moitié-moitié. Il y en avait beaucoup qui étaient à l'aise, puis puisque c'était anonyme, ils ont juste répondu, il n'y avait pas de problème. Il y en a un qui ont laissé une couple de commentaires. Mais je vais pas vous mentir, j'ai dû enlever certaines feuilles de sondage à cause qu'il y avait un peu des conneries d'écrit, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Parce que selon certains élèves de mon école, ils trouvent ça normal, ils banalisent un peu la chose, puis ils disent que c'est normal pour nous autres, c'est dans notre quotidien, mais il y a rien qui est normal là-dedans. Vous comprenez? C'est de la pornographie juvénile, il y a pas... c'est pas normal de faire ça à notre âge, là. Tu as ciblé une problématique. Là, tu disais que pour régler ça, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'on envoie, mais c'est quoi... quelle piste de solution t'amène pour régler cette problématique-là? Bien, ma piste de solution est pas si claire que ça, parce que je dénonçais surtout que le contrôle des médias sociaux laisse vraiment à désirer. Puis moi, je trouve qu'il n'est pas présent, pantoute. Mais ma solution à moi, ça serait plus comme d'avoir un plus grand contrôle, puis... La seule affaire que je voulais dire aux gens, c'est pour vrai, il faut qu'ils dénoncent. Comme là, il y a une affaire qui fait fureur, là, c'est les réseaux sociaux, #MeToo. Ils parlent d'harcèlement sexuel qu'ils ont vécu, que ce soit envers leur boss, leur mari, ou ci ou ça. Mais
il faut aussi dénoncer les personnes qui font ça. Il y en a au moins une vingtaine juste dans Buckingham qui pourraient se faire arrêter à cause qu'ils sont en possession de pornographie, là. C'est juste insensé. Vraiment très intéressant. Les filles, je veux savoir, est-ce que ça a été difficile pour vous de choisir vos sujets? Oui, parce qu'on avait vraiment... c'était vraiment large, là, l'éventail de choix qu'on avait. Est-ce que vous êtes libre de choisir ce que vous voulez? Ouais. Tant que c'est un sujet qu'on aborde de manière argumentative. D'accord. Donc, Bien, pour moi, ça a été dur sur le fait que moi, c'est ce sujet-là que je voulais depuis le début. La seule chose qui était plus difficile, c'est que c'est un sujet tabou. Et la plupart des gens étaient un peu plus réticents et étaient comme « Pourquoi tu choisis ça? C'est un peu étrange comme sujet. » Puis toi, tu es à l'aise d'en parler? Oui, je suis à l'aise parce que je trouve que c'est une chose importante qu'on parle pas assez. C'est répandu dans toutes les écoles, puis on n'agit pas. Puis j'aimerais savoir combien de temps de préparation il y a derrière ces deux présentations-là. Avec les recherches et tout, moi, je dirais une quinzaine d'heures. Une quinzaine d'heures. Une quinzaine d'heures. Avec mon sondage, la compilation, partout, ça m'a pris 1 mois, mais je dirais peut-être autour d'une vingtaine d'heures. Ouais. Vous êtes en secondaire 5. Quels sont vos projets pour les prochaines années? Moi, j'aimerais m'en aller en communication et politique un jour à l'université pour devenir quelque chose comme attaché politique. Donc ce concours-là va pouvoir t'aider à ton futur? Absolument. OK. Et toi? C'est une réponse un peu difficile. Moi, comme c'est là mes projets, mon plus grand rêve, c'est d'aller dans la télé, dans le cinéma, puis un peu de travailler là-dedans. Mais en plan B, ce serait plus aller en psychologie à l'université, en criminologie, puis d'étudier les gens, leur perception. Je trouve que vous êtes vraiment très inspirantes, les filles. Justine Veilleux, merci beaucoup. Eliane Laprade également, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on me dit que, bon, au nom de toute la CSCV, félicitations pour vos 2 exposés. Merci beaucoup. C'était CSCV 360. On se retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire aux nouvelles avec un S à commercial cscv.qc.ca. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Salut!